Monsieur Hir était immobile. La servante voyait toujours l'œil, et elle s'efforça de sourire. Balbutia en s'assurant qu'il n'y avait personne dans l'escalier. « C'est moi !» L'œil disparut. Il y eut un voile derrière la serrure. Sans doute la silhouette de l'homme redressé, mais pas de bruit, pas de mouvement. La bonne piétina d'impatience et, comme la serrure était à nouveau lumineuse, se pencha à son tour. Monsieur Hir était déjà loin, à 3 mètres, adossé à la table et fixant la porte. Il avait le visage douloureux d'un malade qui attend sa crise et qui retient son souffle. Voyait-il, lui aussi, un œil derrière la serrure? La servante dut s'en aller, parce que quelqu'un descendait l'escalier. Quand elle atteignit la loge, elle avait eu le temps d'adopter un sourire, mais il ne parvenait pas à donner de l'indifférence à ses lèvres charnues. « C'est toi, Alice ?» La concierge lui tournait le dos, occupée à déshabiller sa fille. L'inspecteur, assis près du poêle, un moulin à café entre les genoux, regardait interrogativement la servante. « Vous l'avez vue ?» Elle s'assit sur le bord de la table et haussa les épaules, tandis qu'on pouvait deviner la chair des cuisses au-dessus des bas roulés. « Je parie qu'il est fou, » dit-elle. Et la concierge, sans se retourner, une épingle de nourrice entre les dents. « Un fou, qui sait ce qu'il fait ? Va te coucher, toi, » ajouta-t-elle en poussant sa fille vers le fond de la loge. Elle était fatiguée. Elle prit le moulin des mains de l'inspecteur. « Merci, vous êtes bien gentil. » Ils s'étaient habitués l'un à l'autre. Le policier qui, depuis 15 jours, surveillait le quartier, avait adopté la loge comme refuge. Il y avait toujours du café chaud, sur un coin du fourneau. Lui-même apportait parfois 1 litre de vin ou des gâteaux. Alice balançait une jambe forte et regardait par terre avec mauvaise humeur. « Ma patronne est rentrée. »« Il y a 1 heure, avec sa belle-sœur de Conflans. » Et la concierge, en s'asseyant, reprenait la conversation où elle l'avait laissée avec l'inspecteur. Elle avait remis ses lunettes et son visage avait une expression réfléchie. « Vous comprenez, je le jurerais, mais quant à affirmer que je ne me trompe pas... Ce samedi-là, il est rentré à la même heure que tous les soirs. Il n'y a que le 1er lundi du mois qu'il rentre tard. Je ne l'ai pas vu redescendre, et pourtant, la nuit, je lui ai tiré le cordon. » « Pour sortir ?»« Non, pour entrer, justement. » Cela l'affinait de réfléchir ainsi. Alice balançait toujours la jambe que l'inspecteur suivait machinalement des yeux. Il faisait chaud. Le café tombait goutte à goutte du filtre. Cela sentait le dimanche soir, la lassitude qui ne doit rien au travail, la détente veule et les minutes qui coulent plus lentement que les autres jours. La servante avait les reins creux, les pieds endoloris dans ses chaussures trop serrées. Des locataires passaient devant la loge et s'engageaient paresseusement dans l'escalier. Une femme ouvrit la porte. « La belle-mère n'est pas venue ?»« À 3 heures. Elle a dit qu'elle vous retrouverait au cimetière. » Alice, qui observait l'inspecteur, demanda, une cigarette non allumée aux lèvres, « Vous n'allez pas l'arrêter ?» La concierge braqua sur elle ses petits yeux. « Toi, t'es une vicieuse, » affirma-t-elle. Et elle ne plaisantait pas. Elle avait de la réprobation pour la silhouette charnue de la servante, ses bras nus, son menton à fossettes. « On ne sait pas encore, » soupira le policier en tendant une allumette. « Il faudrait une preuve. » Le front de la concierge se ridait comme si ces mots se fussent adressés à elle seule, comme si elle eût été chargée de découvrir la preuve en question. « Si on le laisse,
il recommencera. Ça se sent. Moi, je ne pourrais pas le toucher pour tout l'or du monde. Tenez, je n'ose même pas toucher son linge qu'il descend tous les mercredis pour que je le donne à la blanchisseuse. » L'inspecteur jeta sa cigarette dans le seau à charbon. Il était fatigué aussi, de ne rien faire, d'attendre, de partager ses journées entre cette cuisine et le carrefour de Villejuif. « Montez-lui donc ceci, » dit-il, en tirant une enveloppe de sa poche. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Une convocation du commissaire, pour mercredi. Peut-être que ça le décidera à tenter quelque chose. »« Il faut que j'y aille ?» Elle avait peur, et pourtant, la lettre à la main, elle devint menaçante. « J'y vais. » La servante quitta la table et se dirigea vers la porte. L'inspecteur la regarda d'une façon insistante, désigna la concierge qui sortait, avança même une main frôleuse. Il voulait rester seul avec elle, mais elle feignit de ne pas comprendre et traversa la cour à pas pressés, car il gelait plus que jamais et le carré de ciel, là-haut, était gris-argent, malgré la nuit. Dans l'obscurité de sa chambre, à genoux sur son lit pour mieux voir, Alice n'entendit pas les coups frappés par la concierge à la porte d'en face. Mais elle les devina au tressaillement de M. Hir. Il était occupé à découper avec des ciseaux de grandes feuilles de papier gris déployées sur la table. Il avait retiré son faux col et ses chaussures. Les ciseaux à la main, il se tourna vers lui et eut un mouvement de recul. Puis, précipitamment, sur la pointe des pieds, il marcha jusqu'à la serrure et y colla son œil. Sur le palier, la concierge devait s'impatienter, dire quelque chose. En effet, M. Hir se redressait, boutonnait son veston et entr'ouvrait la porte, de quelques centimètres à peine. Tendait la main, de telle sorte qu'on ne pût le voir. On entendait le violon du troisième, la TSF que les gens avaient mise en marche en rentrant. Sa porte close, M. Hir regardait l'enveloppe, la tournait en tous sens sans l'ouvrir. Puis il allait prendre un couteau dans le placard au réchaud à gaz et couper lentement le papier. Déployait la feuille. Il ne fit pas de geste. M. Hir regardait l'enveloppe. Il ne fit pas de geste. Ses traits ne s'altérèrent pas. Il se contenta de s'asseoir près de la table, le regard rivé au papier gris qu'il découpait auparavant. Il n'entendait ni les autos de la route, ni le violon, ni la TSF. Il vivait dans une rumeur imprécise, dans un bourdonnement qui était peut-être celui du poêle ou celui de son pouls. Alice avait quitté sa chambre sur la pointe des pieds. Or, soudain, M. Hir levait la tête, fixait, de l'autre côté de la cour, la chambre de bonne qui s'éclairait. Jamais il n'avait distingué aussi nettement les détails. La fille entrait, refermait brutalement sa porte, et, sans même marquer un temps d'arrêt, se jetait sur son lit, tout habillée, la tête dans son bras replié. M. Hir ne broncha toujours pas. Elle était à plat ventre. Tout son corps s'agitait, et cela donnait à sa croupe des sursauts érotiques. Mais c'étaient surtout ses épaules qui tressaillaient convulsivement, tandis que ses pieds battaient rageusement l'édredon rose. Elle pleurait. Elle sanglotait. M. Hir, ennuyé comme par une incongruité, prit une des feuilles de papier gris sur la table et, à l'aide de 4 punaises, la fixa sur une des 3 vitres. Mais il la voyait toujours à travers les 2 autres. Il travaillait lentement. Ses lèvres s'entr'ouvraient comme s'il se fût parlé à lui-même. Alice se ramassait, se retournait d'un saut de carpe, bondissait sur ses pieds et, rageuse, arrachait son corsage de soie verte, découvrant la chemise blanche pleine de ses seins.
Elle avait les cheveux en désordre. Elle marchait. Elle allait du lit à la toilette, saisissait un peigne qu'elle lançait à la volée dans la chambre, et 2 fois elle regarda dans la direction de M. Hir. Il avait pris le second papier gris, 4 autres punaises. 2 d'entre elles étaient déjà fixées. Alice fouillait fébrilement son sac, avec la crainte de perdre une seconde. On tirait un crayon, arrachait un grand morceau de papier à bord de dentelle, qui couvrait une étagère. M. Hir recula jusqu'à la table, d'où il ne voyait plus rien. Mais il y était à peine qu'il avançait d'un pas, penchait la tête pour regarder par le 3e carreau, le seul encore libre. Elle avait déjà fini d'écrire, et, à genoux sur son lit, elle collait son papier à sa vitre, en guettant la fenêtre d'en face avec angoisse. Elle le voyait qui essayait de se cacher. Elle faisait claquer ses doigts comme un écolier impatient. Elle n'imaginait pas que M. Hir ne pouvait pas lire ce qu'elle avait écrit, car la lumière était derrière la feuille, et il n'apercevait qu'un carré sombre. De plus en plus nerveuse, elle donna de petits coups contre la vitre, et il s'avança encore d'un pas, méfiant, resta un bon moment immobile. Enfin, de la main, il fit un signe négatif, prit son papier gris, recula, le dressa près de sa propre lampe. Elle ne comprenait pas. Elle désignait sa feuille à elle du doigt, et M. Hir montrait sa lampe d'un petit geste court et encore hésitant. Comme elle essuyait ses yeux de sa main libre, il alla jusqu'à sa propre fenêtre, mit son papier comme celui de la bonne, recula et l'éleva jusqu'à la lampe. Elle avait compris. Elle sautait à bas du lit, tendait sa feuille à 2 mains. M. Hir en avait des gouttes de sueur au front, et surtout au-dessus de la lèvre supérieure, sous ses moustaches. Il fronçait ses gros sourcils bruns pour lire « Il faut absolument que je vous parle ». Elle brandissait toujours la feuille en l'air, et cela lui remontait les seins qui paraissaient encore plus lourds, tandis qu'on distinguait les poils roux des aisselles. Comme M. Hir reculait, elle se précipita à nouveau, suppliante, faisant de la tête le signe répété « Oui, oui, oui ». Il avait presque disparu, car, quand il atteignait le fond de sa chambre, elle ne pouvait plus le voir. Il revint, recula encore, le visage sévère, désigna la chambre d'en face d'un seul doigt. « Non », fit-elle de la tête. Et elle montra la chambre de M. Hir, n'attendit pas de réponse. Sautant du lit, elle ramassa son corsage qu'elle passa tout en se dirigeant vers la porte. Pourtant, elle revint sur ses pas pour se regarder dans la glace, et, après avoir essuyé son visage d'une serviette, elle y mit un peu de poudre, avança les lèvres pour s'assurer que le rouge ne s'était pas dilué. M. Hir, roide d'angoisse, piquait de 2 punaises la 3e feuille de papier, courait à sa toilette, vidait la cuvette, fermait le placard, se précipitait vers le lit dont il tendait la courte pointe. On n'entendait encore rien dans l'escalier. Il s'arrêta devant son miroir, passa le peigne dans ses cheveux, tapota sa cicatrice et redressa ses moustaches. Il allait remettre son faux col et sa cravate quand des pas s'arrêtèrent sur le palier. Il respirait si fort qu'on voyait vibrer les poils rêches des moustaches. Il ne regardait rien. Il avait eu toutes les peines du monde à dire « Entrez !» Et il sentait de tout près l'odeur de la servante, la même odeur que, dans les tribunes de Bois-Colombes, il ne faisait que deviner au passage de la bise. C'était une odeur chaude, où il y avait des fadeurs de poudre de riz, la pointe plus aiguë d'un parfum, mais surtout son odeur à elle, l'odeur de sa chair, de ses muqueuses, de sa transpiration.
Elle respirait fort, elle aussi. Elle reniflait, faisait des yeux le tour du logement, et trouvait enfin M. Hir près de la porte qu'il venait de refermer. Elle ne savait plus que dire. D'abord, elle essaya de sourire, pensa même à lui tendre la main, mais c'était impossible de tendre la main à un homme aussi immobile, aussi lointain. « Il fait chaud chez vous ?» Et elle regardait la fenêtre qu'obstruaient maintenant les papiers gris. Elle s'en approcha, souleva l'un d'eux, vit sa chambre, son lit surtout, qui semblait être à portée de la main. Quand elle se retourna, elle rencontra enfin le regard de M. Hir, et elle rougit violemment, tandis qu'il détournait la tête. Tout à l'heure, elle avait faim de pleurer, mais maintenant, ses paupières picotaient pour de bon, ses prunelles s'embuaient. Lui ne l'aidait pas, la laissait se débattre toute seule dans le vide de la chambre, où les moindres bruits avaient plus de résonance que partout ailleurs. Il marcha même vers le poêle, se baissa pour saisir le tisonnier. Il ne fallait plus attendre. Alice pleura, et, comme le lit était près d'elle, elle s'y assit d'abord, puis se laissa glisser de travers pour s'appuyer à l'oreiller. « J'ai honte, » bégaya-t-elle. « Si vous saviez. » Penché en avant, le tisonnier à la main, il la contempla, et les dernières roseurs de ses joues disparurent. Elle pleurait toujours. On ne voyait pas son visage. Elle balbutiait entre ses sanglots. « Vous avez vu, n'est-ce pas? C'est horrible. Je ne savais rien. J'étais tout endormie. » Entre deux doigts, elle le voyait poser le tisonnier et se redresser, encore hésitant. Elle était en nage. La sueur mouillait la soie du corsage en dessous des bras. On voit tout, et moi qui chaque jour me déshabillais, et... Elle pleurait de plus belle, laissait voir son visage congestionné, la grimace de la bouche qui faisait un effort pour parler. « Ça me serait égal. Vous pouvez bien me regarder, mais c'est cette chose affreuse. » Lentement, si lentement que la progression était imperceptible, le visage de cire de M. Hir s'animait, devenait humain, anxieux, pitoyable. « Venez près de moi, dites. Il me semble que ce sera plus facile. » Mais il restait droit comme un mannequin à côté du lit. Il ne put retirer sa main à temps. Elle la lui prit. « Qu'est-ce que vous avez pensé? Vous savez mieux que n'importe qui que c'était la première fois qu'il venait, n'est-ce pas? » Elle n'avait pas de mouchoir, et elle s'essuya à la courte pointe. Son corps lourd, charnu, dégageait une chaleur intense, et il était étalé là, dans la chambre, dans le lit de M. Hir, comme un foyer de vie exubérante. M. Hir regardait le plafond. Il lui semblait que toute la maison devait entendre les échos, sentir les palpitations de cette vie. Quelqu'un marchait de long en large, là-haut, à pas réguliers, obstinément, le bébé sur les bras, probablement, pour l'endormir. « Asseyez-vous près de moi. » C'était trop tôt. Il résistait encore, s'efforçait d'échapper à l'emprise du corps qui s'étirait, se ramassait sur lui-même, s'épanouissait dans les sanglots comme dans un spasme. Plus calme, elle disait d'une voix hachée, « Ce n'était qu'un ami, pour sortir le dimanche. » M. Hir le savait bien, qu'il les suivait toujours, au football ou au vélodrome, quand il faisait beau, au cinéma de la place d'Italie, quand il pleuvait. Il les voyait se retrouver à 1h30 au même arrêt de l'autobus. Alice s'accrochait au bras de son compagnon. Plus tard, quand il faisait noir, il s'arrêtait de temps en temps sous un porche, et la tache claire des visages se confondait. « Maintenant, je le déteste !» criait-elle. M. Hir regardait sa toilette, le réveil matin sur la cheminée, le petit poêle,
toutes ces choses qu'il était seul à manier chaque jour, comme pour les appeler à son secours. Il fondait, il ne pouvait plus s'arrêter sur la pente, et pourtant il gardait une arrière-pensée. Il conservait la faculté de se regarder lui-même, et il était mécontent du monsieur Hir qu'il voyait. Alice aussi l'étudiait à la dérobée, d'un œil qui soudain, l'espace d'une seconde, devenait froid et lucide. « Avouez que vous étiez là. » La fenêtre, avec ses papiers gris, avait un air méchant. La lampe était toujours allumée dans la chambre d'en face, mais, par-dessus les papiers, on ne distinguait qu'un faible halo. Je m'endors souvent en oubliant de mettre le verrou et d'éteindre. Maintenant qu'on ne le lui demandait plus, M. Hir s'asseyait tout au bord du lit, tandis qu'Alice gardait sa main dans la sienne. C'était vrai. Ce samedi-là, elle s'était endormie et son livre avait glissé sur le plancher. M. Hir n'avait pas sommeil. La vitre était fraîche contre son front. Alors, l'homme était entré, non pas bien habillé comme le dimanche, mais coiffé d'une casquette sale, une écharpe autour du cou en guise de faux col. Alice s'était dressée sur les coudes. Il lui avait fait signe de se taire, et il avait parlé, à voix basse, par petites phrases sèches, tout en se lavant les mains dans la cuvette, puis en s'examinant des pieds à la tête, lentement, comme pour faire disparaître certaines traces. Il avait la fièvre. Ses gestes étaient saccadés. Quand il s'était approché du lit, il avait glissé sous le matelas un sac de femme tiré de sa poche. On n'entendait pas les mots qu'il disait. Alice avait peur, mais elle n'avait pas crié, pas fait un geste quand soudain, avec un sourire moqueur, son compagnon avait arraché la couverture, dévoilant la nudité moite de ses jambes et de ses cuisses. « C'était affreux, » disait-elle. « Et vous regardiez, vous avez tout vu, tout. » Oui, tout. Une étreinte méchante d'homme qui veut coûte que coûte se casser les nerfs. Monsieur Hir fixait les fleurs de la tapisserie. Les petits disques rouges avaient réapparu sur ses joues. Alice sentait trembler sa main dans la sienne, et elle avait une mollesse équivoque de main de malade. « J'y ai pensé tout à coup, » ajouta-t-elle. « Oui, pendant. Mais je n'osais pas bouger, je n'osais rien dire. J'ai seulement tourné la tête et je vous voyais. Il m'a annoncé qu'il me tuerait si je parlais. Il vous tuerait aussi. C'est pourquoi je continue à sortir avec lui. » Sa voix était moins pathétique. « Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Il travaille dans un garage. Il gagne bien sa vie. Des amis ont dû l'entraîner. Maintenant, il n'ose même pas toucher aux 2000 francs, parce qu'il craint que l'on connaisse le numéro des billets. » Monsieur Hir eut un mouvement pour se lever, mais elle le retint. « Dites, est-ce que vous me croyez quand je vous jure que c'était la première fois et que je n'ai même pas eu de plaisir ?» Elle avait une hanche contre lui. Elle frémissait. Tout son être frémissait. Tout était vivant et chaud. Et son visage, après les larmes, était plus coloré. Les lèvres saignantes, le regard humide. Le bébé pleurait en haut. Pour le bercer, quelqu'un battait la mesure sur le plancher. Monsieur Hir, pour la première fois, n'entendait plus le galop saccadé de son réveil matin. « Vous me détestez ?» Elle s'impatientait. Elle avait peur d'un geste, d'un mot qui suffirait à rompre le charme. « Venez tout près, plus près. » Elle l'attirait. Le coude de M. Hir pesa sur son sein. « Je suis toute seule, » parvint-elle à sangloter. Et il la regarda, de près, les sourcils froncés. Il sentait son haleine contre son visage. Il était presque couché sur elle, et elle bougeait toujours comme si elle eût voulu l'imprégner de sa chair. « Je sais qu'Émile fera ce qu'il a dit. » Elle perdait courage.
avait peine à ne pas laisser voir son impatience qui devenait de la rage. « Vous ne voulez pas m'aider ?» Elle le tenait aux épaules. Il n'y avait plus que cela à tenter. Elle lui entourait le cou de son bras, collait sa joue brûlante à sa joue. « Dites, dites !» Elle vibrait vraiment, mais d'angoisse. Et voilà qu'il disait tout bas, à son oreille, « J'ai été très malheureux. » Il ne profitait pas de leur corps à corps. Il ne semblait pas sentir ce ventre écrasé contre le sien, ni la jambe nouée à sa jambe. Il fermait les yeux. Il la respirait. « Ne bougez pas, » supplia-t-il. Elle en profita pour détendre ses traits, qui eurent un instant une expression d'ennui et de fatigue. Quand il entr'ouvrit les paupières, elle murmura avec un sourire, « C'est gentil chez vous. » C'était cru, peut-être faute d'abat-jour à la lampe électrique. Les lignes étaient nettes, les couleurs tranchaient les unes sur les autres. La toile cirée faisait de la table un rectangle aussi dur et froid qu'une pierre tombale. « Vous êtes toujours seul ?» Il voulut se lever, mais elle le retint, se serra contre lui. « Non, restez, je suis si bien. Il me semble... » Et, soudain, « Gamine, est-ce que vous me permettrez de venir de temps en temps faire votre ménage ?» Elle aurait voulu davantage. Elle s'obstinait à obtenir un autre lien entre eux, mais il ne semblait pas comprendre et elle craignait de l'effaroucher par trop de précision. « Vous me sauverez, n'est-ce pas ?» Elle changeait d'attitude selon l'inspiration, et ce mot-là, par exemple, fut prétexte à tendre vers lui ses lèvres humides. Il ne fit que les effleurer. Il lui caressait la tête de la main, le regard ailleurs. « Vous êtes célibataire ? Veuf ? » ?»« Oui. » Elle ne savait pas si le « oui » se rapportait au mot « veuf » ou au mot « célibataire. » Et il lui fallait parler. Un silence et leur situation paraîtraient saugrenus, couchés dans cette chambre sans intimité, près de la fenêtre garnie de papier gris. « Vous travaillez dans un bureau ? » ?»« Oui. » Elle avait si peur de le voir se lever et reprendre son air lointain qu'elle se blottit davantage, avec un geste dont la précision pouvait passer pour involontaire. Il ne dit rien. Cela l'encouragea. Tout son corps s'agita, sembla vouloir prendre possession de l'homme, tandis qu'elle collait sa bouche à la sienne, sous les moustaches dures. Les paupières de M. Hir battirent. Doucement, il se dégagea. Doucement aussi, il mit sa joue contre la joue d'Alice, si bien que les deux visages étaient tournés vers le plafond. Ne bougez pas. Il suppliait, dans un souffle, serrait la main de sa compagne et il respirait par saccades. Sa lèvre se souleva et soudain il se leva, au moment même où ses yeux allaient se mouiller. « Je ne dirai rien, » balbutia-t-il. Son veston restait soulevé sur ses hanches grasses. Il s'avança vers le poêle, tandis qu'Alice s'asseyait au bord du lit, sans s'inquiéter du désordre de sa toilette. « Ils ne peuvent quand même rien vous faire, à vous. Et c'est du temps de gagner. » Elle parlait calmement, le menton sur les mains, les coudes sur les genoux. Cela doit vous être égal qu'il vous soupçonne. Monsieur Hir remontait le réveil matin. Quand l'affaire se sera tassée, il quittera la région et nous serons tranquilles. Monsieur Hir n'entendait que le bourdonnement de sa voix. Il était là, d'une lassitude à la fois physique et morale. Elle ne le sentit pas tout de suite, et elle continua à parler, debout maintenant, en arpentant la chambre. Quand elle constata qu'il était redevenu de cire, elle lui tendit la main en souriant. « Bonsoir, il faut que je m'en aille. »
Il mit une main molle dans la sienne. « C'est vrai que vous m'aimez un peu ?» insista-t-elle. Au lieu de répondre, M. Hir ouvrit la porte, qu'il referma à clé derrière elle. Alice galopa dans l'escalier, traversa la cour dans une bouffée de froid et entra chez elle encore tout animée. Elle aperçut aussitôt les 3 feuilles de papier gris qui lui cachaient désormais M. Hir, esquissa un sourire satisfait et, une fois de plus, retira son corsage, sa jupe, s'étira, arracha enfin sa chemise. Elle s'adressait à elle-même des œillades dans le miroir. Elle imaginait un tout petit trou dans le papier gris et l'œil de M. Hir embusqué comme il l'était derrière la serrure. Elle traîna, imagina même de se laver des pieds à la tête pour errer plus longtemps nue dans la lumière de sa chambre. De temps en temps, pourtant, elle avait un regard froid, rancunier, et elle grondait comme une menace. L'imbécile. Mais l'imbécile n'était pas derrière le papier gris. Il était resté debout, la main sur la clé, appuyé à la porte, et ce qu'il regardait, c'était sa chambre, le réveil matin blanc sur la cheminée noire, le poêle à 3 pieds, le placard, la toile cirée et la cafetière, son lit enfin, où il y avait un creux anormal. Sa main lâcha enfin la clé. Son bras retomba. Il soupira, et ce fut tout pour ce soir-là.